Salut tout le monde et bienvenue dans la vidéo d'aujourd'hui. Hyper content de vous retrouver comme à chaque semaine. Aujourd'hui, je vous arrive avec encore une histoire d'infanticide. Donc, avertissement, si les histoires d'enfants maltraités, les enfants victimes de meurtres, d'assassinats ou encore d'enlèvements vous dérangent, je vous conseille de ne pas regarder cette vidéo parce qu'il y a beaucoup de détails et c'est une histoire qui a frappé la France à ce que j'ai pu lire. Donc voilà, avertissement fait. Le deuxième avertissement, il se peut que je bâcle certaines prononciations de noms de villes françaises parce que je ne suis pas française et voilà. Donc sans plus tarder, je vous laisse le temps de vous installer bien confortablement, doudou sur les genoux et lorsque vous êtes prêts, on est parti dans la vidéo. Alors aujourd'hui, je vous raconte l'histoire de Tiphaine Taton, qui est née le 6 avril 2004, soit en France. Sa mère s'appelle Anne-Sophie Faucheur et son père s'appelle François Taton. Alors que Anne-Sophie a seulement 17 ans, elle va tomber enceinte d'une fille qu'elle va appeler Caroline. Donc un an plus tard, la venue au monde de Tiphaine va se faire, mais le couple ne va déjà pas très bien en fait. Ils se chicanent souvent et ils ne s'entendent plus tout simplement. Ils ont eu leurs enfants trop jeunes. Tout de suite après la venue de Tiphaine au monde, Anne-Sophie est complètement détachée. Elle n'agit pas comme si c'était sa mère. Elle l'abandonne, elle refuse même de la nourrir, selon François. Bizarrement, 6 mois plus tard, soit en décembre 2005, Anne-Sophie va faire quelque chose d'extrêmement terrible. Elle va prendre Caroline avec elle et elle va partir. Donc sur ce, elle va abandonner François et Tiphaine à leur sort. Par la suite, François et Tiphaine vont décider de déménager chez la mère de François. Et c'est à partir de là qu'ils vont former une belle petite famille. Tout va bien se passer. Tiphaine, elle est une enfant très souriante, très joyeuse. Il n'y a aucun problème. Tout va bien, en fait. Et elle est gâtée. Elle a tout ce dont elle a besoin. Pendant ce temps-là, en fait, Anne-Sophie ne donne aucune nouvelle à François et elle ne veut pas entendre parler de Tiphaine. En fait, l'excuse du pourquoi Anne-Sophie elle est partie en décembre 2005, c'était tout simplement pour aller vivre chez un homme du nom de Nicolas Willott. En janvier 2008, Anne-Sophie va accoucher d'une troisième petite fille, donc qu'elle a eue avec Nicolas. Le 22 janvier 2009, soit 5 ans plus tard, Anne-Sophie Faucheur va décider de se rendre à l'école maternelle où Tiphaine était éduquée. Et elle va aller voir la directrice, elle va lui dire qu'elle doit venir chercher Tiphaine parce que son père François a eu un très grave accident et qu'il réclame la présence de Tiphaine. Donc la directrice va dire oui, il n'y a aucun problème, vous pouvez prendre votre fille. Donc Anne-Sophie prend Tiphaine et la ramène chez elle. À ce moment-là, il faut savoir que Tiphaine ne connaissait tellement pas sa propre mère qu'elle l'appelait Madame. Et par la suite, là j'imagine, je ne sais pas, j'ai pas trouvé qu'est-ce qui s'est passé, mais je pense que puisque la garde n'a pas été prise en compte par la justice, donc par la loi, François n'a pu rien faire contre le fait que Anne-Sophie revienne chercher sa fille parce que je ne sais pas si sur les papiers de justice, c'était lui qui avait obtenu la garde suite au départ ou peut-être que François, suite au départ d'Anne-Sophie, avait tout simplement rien fait et continué sa vie. C'est probable. Mais il n'y a absolument rien qui est fait contre Anne-Sophie et elle continue d'avoir sa fille tout simplement là, depuis janvier 2009. À partir de là, François n'aura pas vraiment de nouvelles de sa fille. Anne-Sophie va vraiment garder ses distances. Elle n'appellera pas et lorsque François va appeler, elle va dire que Tiphaine est sous la douche ou elle va faire en sorte que François ne puisse pas lui parler. Le 18 juin 2009, vers 16h30, Anne-Sophie Faucheur ainsi que sa petite fille de 1 an se rendent toutes les deux au commissariat de Maubeuge pour signaler la disparition de Tiphaine Taton, âgée de 5 ans. Elle déclare qu'elle ainsi que ses deux enfants, dont la jeune fille de 1 an ainsi que Tiphaine, la jeune fille de 1 an s'appelle Apolline,
Et elles étaient en fait à la place Wattignies alors que Tiffen était devant elle et elle marchait. Elle a tourné le coin et lorsque Anne-Sophie a aussi tourné le coin, Tiffen avait déjà disparu. Donc les policiers vont tout de suite prendre cette disparition vraiment là, mot pour mot à la lettre et des fouilles vont débuter. Donc là, les premières constatations en fait, ça va être est-ce que Tiffen a été enlevée ou est-ce qu'elle s'est perdue? Il se peut qu'elle se soit perdue si elle avait plusieurs minutes d'avance sur sa mère. Quelques minutes peut suffire en fait pour qu'un enfant disparaisse ou se perde tout simplement. Donc des recherches vont immédiatement commencer, il va y avoir des fouilles qui vont se faire, tous les commerces vont être fouillés, il y a des affiches qui vont être imprimées, qui vont être données aux portes aux gens, dans leur maison. Vraiment, ils vont vraiment tout faire pour retrouver la jeune fille, ce qui est très, très remarquable lorsqu'on peut comparer à d'autres pays qui, eux, vont dire « il faut que l'enfant soit disparu plus de 12 heures », blablabla. Les poubelles, les magasins, les maisons, les ruelles vont être fouillées, des voitures vont être fouillées, mais absolument rien va être retrouvé. Un jour plus tard, donc le 19 juin, les policiers vont envisager la quête, en fait, la piste de l'enlèvement. Peut-être que Tiffen n'aurait pas été enlevée. Peut-être qu'il y a une voiture qui s'est arrêtée tout près d'elle. Ils l'ont pris et elle est partie. Mais ça marche pas vraiment parce qu'en fait, il y avait plusieurs délinquants sexuels qui habitaient tout près de Wattignies. Ils ont tous été sondés, ils ont tous été interviewés, mais il n'y en a pas un qui avait rapport avec cette piste. Donc, elle va être abandonnée bien vite. Ils vont donc aussi envisager la piste accidentelle. Peut-être qu'elle serait tombée dans la Sambre. J'ai dû aller voir c'est quoi. C'est une petite rivière et peut-être qu'elle est tombée dedans et il y a un certain courant, donc peut-être qu'elle aurait été emportée par le courant. Et là, pendant 7 jours, donc pendant environ une semaine, il y a des plongeurs qui vont vraiment comme fouiller la Sambre au complet. Et effectivement, ben avec le temps, les corps finissent par remonter, mais il n'y a aucun corps qui va être remonté. Et cette piste-là va aussi être abandonnée parce que ben, on ne la retrouve pas. Et c'est peut-être tant mieux, se disent à ce moment-là les policiers. Finalement, en dernier recours, ben, la piste de l'enlèvement parental ou encore un accident familial va être envisagée pour la disparition de Tiffen Taton, âgée de 5 ans. Un portrait psychologique et financier de la famille au grand complet va être fait de A à Z. Il va y avoir une enquête de voisinage. En fait, ça, c'est tout à fait normal. Là, dans pas mal plusieurs cas d'enlèvement d'enfants, on fait une enquête de voisinage pour essayer de découvrir la famille, qu'est-ce qu'elle est, qu'est-ce qui se passe et tout. Et ils vont effectivement parler du bébé de 1 an. Ils vont effectivement parler de Caroline, mais ne connaissent pas l'autre enfant. Il y a un autre enfant? Ah, je ne savais pas. Et comment on peut ignorer l'existence d'un enfant? Eh bien là, c'est là que les policiers vont commencer à se poser plusieurs questions. Pourquoi les voisins ne connaissent pas Tiffen? Elle existe, elle est bel et bien réelle. Donc, dans la même journée, le 19 juin, Anne-Sophie et Nicolas vont être mis en garde à vue. Et on sait que depuis janvier, c'est vraiment là que François et Anne-Sophie se chicanent la garde de leurs enfants. Et notamment, c'est à ce moment-là que les policiers vont réaliser que Anne-Sophie, après 5 ans d'absence, était partie avec Tiffen de l'école. Et là, les policiers vont dire « c'est intéressant. Peut-être que c'est François qui a kidnappé sa propre fille pour se venger justement que Anne-Sophie l'ait kidnappée elle aussi avant. » Donc, il y a une perquisition qui va se faire chez la grand-mère, donc chez la grand-mère de Tiffen, la mère de François, qui, au passage, François habite encore avec sa mère. Et il n'y a absolument rien de spécial. C'est des gens très propres. L'appartement, elle est très propre. On ne trouve pas de traces de lutte ou de traces de quoi que ce soit. Donc, la piste de la grand-mère et de François va être très vite abandonnée. Et pendant que Anne-Sophie et Nicolas sont en train de se faire interviewer, il y a une perquisition qui va se faire à leur domicile, mais encore là, il n'y a absolument rien de spécial. Il y a des jouets qui traînent, ils ont chacun leur chambre, ils ont des lits, ils ont des toutous. Il y a de la nourriture dans le frigidaire, il n'y a vraiment rien à dire. Et de plus, pendant son interview, Anne-Sophie, elle est décrite comme très polie. C'est une femme très jolie, elle a 23 ans, elle est jeune, elle sait bien parler et elle a l'air vraiment de n'avoir absolument rien à cacher. Ça m'a vraiment fait penser à Jonathan Daval, l'histoire. Une semaine après la disparition de Tiffen, Anne-Sophie et Nicolas vont passer à la télé pour médiatiser la disparition de leur fille. Et on voit vraiment que Anne-Sophie pleure, mais il n'y a pas de larmes. Elle a l'air assez bizarre. Ça a l'air, on dirait que c'est presque un texte
qu'elle avait écrit d'avance et qu'elle a révisé, un peu comme un oral qu'on fait. Et on voit à côté d'elle, Nicolas, qui lui pleure vraiment. Il est vraiment en larmes. Et ça m'a vraiment fait penser à l'histoire de Jonathan Daval, qui lui aussi, lorsqu'il parlait de Alexia, il n'y avait pas de larmes qui coulaient. Et même quand j'ai regardé les interviews, c'est vrai, il n'y a aucune larme qui coule. Il pleure, il cligne des yeux, mais il n'y a rien. Donc voilà, bref. Et il y a des témoignages de la famille qui vont commencer à remonter. Donc, Anne-Sophie a déclaré sa fille disparue depuis le 18 juin, donc la journée où elle est allée au poste de police. Or, 5 jours avant, donc le 13 juin, il y avait le baptême de Apolline. Et toute la famille s'était réunie pour le baptême, mais personne n'avait vu Tiphaine. Elle a même dit à certaines personnes qu'elle était chez François, donc son père biologique. La police va enquêter pendant environ 5 mois, et c'est vraiment pendant ces 5 mois qu'il y a beaucoup de choses qui vont ressortir de l'enquête. Notamment, ils vont être mis sur écoute, leur cellulaire, et quelques jours après la disparition de Tiphaine, Anne-Sophie parle déjà de futures vacances d'été, où elle compte aller avec Caroline et Apolline, mais elle n'inclut pas Tiphaine au cas où que Tiphaine reviendrait. Donc là, ça va vraiment mettre la puce à l'oreille des policiers, mais ils vont vraiment être très patients et ils vont continuer d'accumuler des preuves. Il y a un témoignage d'un voisin qui va arriver, soit le 17 juin, qui lui va dire qu'il a vu Anne-Sophie, Nicolas, Caroline et Apolline aller au restaurant, mais que Tiphaine n'était pas là. Ils étaient accompagnés de seulement 2 enfants. Et par grâce, il y a des caméras de surveillance qui enregistraient et effectivement, on voit sur les caméras qu'il y a Anne-Sophie, Nicolas, Caroline et Apolline, mais que Tiphaine n'est pas là. Donc, déjà là, on peut voir que Tiphaine est disparue depuis bien avant le 18. Donc là, on remonte au 17. Et plus le témoignage de la famille qui dit que le 13, elle n'était pas là. Donc les policiers sont presque persuadés qu'en fait, la disparition de Tiphaine date de bien plus que le 13 juin. Avec toutes ces preuves, le 30 novembre 2009, la police va amener Anne-Sophie encore en garde à vue pour essayer de lui soutirer des informations, peut-être même des aveux, et ils vont l'obtenir. Elle va être en mise à vue pendant environ 12 heures, 12 heures d'interrogatoire, 12 heures où elle refuse de parler et finalement elle va parler. Dans la soirée du 10 juin, elle et Nicolas regardaient un film à la télévision et puisque Tiphaine faisait trop de bruit dans sa chambre, Nicolas serait allé la voir, l'aurait battue et la petite fille serait morte là. Donc, ils auraient prévu, en fait, d'aller l'enterrer, de faire disparaître son cadavre, et ce serait Nicolas qui se serait arrangé avec tout. Or, pendant qu'elle est interrogée, Nicolas aussi est interrogé. Et grâce aux aveux de Anne-Sophie, eh bien, les policiers vont aller voir Nicolas, ils vont lui dire « Écoute, Anne-Sophie nous a tout dit. Vous avez battu Tiphaine à mort, et tu l'as enterrée. » Là, Nicolas va dire c'est pas vraiment ce qui est arrivé. Lui, il va vraiment raconter plusieurs choses. Il va dire qu'effectivement, dans la soirée du 10 juin, Anne-Sophie et lui regardaient la télévision. Tiphaine faisait trop de bruit dans sa chambre. Les deux se seraient levés. Anne-Sophie lui aurait dit de tenir Tiphaine dans ses bras, donc par les bras, et aurait commencé à lui donner des coups de pied dans le ventre, sur le thorax, dans le dos. En fait, un peu partout, elle se serait défoulée sur sa fille de 5 ans. Par la suite, ils ont vu qu'elle ne bougeait plus. Ils ont pris son petit corps et sont allés le déposer dans la baignoire. Et ils lui ont donné une douche d'eau froide, d'eau glacée. Mais elle ne bougeait toujours pas. Nicolas, qui au passage est pompier volontaire, lui va essayer de prendre le pouls de la jeune fille, mais malheureusement, elle était décédée. Par la suite, Anne-Sophie ne sait pas ce qui est arrivé. C'est Nicolas qui va dire aux policiers où le corps de Tiphaine était. Nicolas va aider les policiers à retrouver le corps de Tiphaine et va les conduire dans une forêt de la Belgique qui était située tout près en fait de la France. Et lorsque les policiers vont arriver, effectivement, la jeune fille, elle était là. Elle avait les côtes, le bassin, le crâne, le coude et une jambe de fracturée. Son estomac était vide, donc elle n'avait pas mangé depuis plusieurs jours déjà, bien avant sa mort. Son thorax était également fracturé. Le médecin légiste va remarquer qu'à un endroit, le thorax était en train de se refaire. Nicolas et Anne-Sophie vont être accusés de meurtre au premier degré, donc avec préméditation sur un enfant mineur de 5 ans. Et le procès va commencer le 21 janvier 2013 à la cour d'assises de Douai. Les psychiatres vont
dire que Anne-Sophie est une femme perverse, manipulatrice, méchante, qu'elle n'a aucun cœur et qu'elle est apathique. Il y en a beaucoup aussi qui vont dire qu'elle souffrait sans doute du syndrome de Médée. Si vous voulez en savoir plus sur le syndrome de Médée, n'hésitez pas après cette vidéo vous rendre sur ma chaîne cette vidéo sur le syndrome va être diffusée en même temps que celle-ci que vous regardez présentement. On va apprendre aussi que dans l'enfance d'Anne-Sophie, elle aussi, elle a été victime. Elle a été victime comme une punching bag par ses parents. Elle a manqué beaucoup d'amour, elle aussi. Mais c'est pas Anne-Sophie qui s'en était plainte. Elle n'avait jamais réalisé. Donc, il y a beaucoup d'enfants qui vont vivre sans amour, sans bisous, sans je t'aime. Et en vieillissant, eh bien malheureusement, ils vont reproduire exactement ce qu'ils ont vécu sur leurs propres enfants, mais ne réaliseront pas qu'eux aussi ont été victimes de violence. Et là, dans le procès, Anne-Sophie va parler à la cour et elle va dire, je cite, « Je pensais que c'était elle qui me provoquait. Je voulais lui faire mal. Oui, nous la privions de repas, l'enchaînions dans le sous-sol pendant quelques heures. Des fessées, des gifles, des coups de ceinture sur les fesses. Je ne sais même plus pourquoi ça a commencé. Je n'avais pas l'impression d'être sa mère. Il n'y avait pas de lien. On lui donnait des douches d'eau froide pour la calmer. » Et finalement, c'est 5 jours plus tard, soit le 26 janvier 2009, que les jurys vont rendre leur décision. Nicolas Willott ainsi que Anne-Sophie Faucheur vont être condamnés à une peine de 30 ans de prison avec 20 ans de sûreté ferme. Quand tu te promènes sur Google, tu vois beaucoup de choses comme ça. J'avais vraiment envie d'en parler parce que, en tant que maman, je ne peux pas concevoir qu'on puisse faire autant de mal à un enfant. Et surtout, ce qui vient me perturber, c'est que dès la naissance de Tiffen, on a vu que Anne-Sophie ne l'aimait pas. On a vu que Anne-Sophie avait un détachement. On aurait peut-être pu penser à un syndrome postpartum. Pourquoi pas? Et pourquoi elle n'a pas été prise en charge à ce moment-là? Pourquoi Anne-Sophie n'a pas plus été aidée que ça? Moi, c'est ce que je me demande. Ici au Québec, peut-être ça ne fonctionne pas pareil comme en France, mais ici au Québec, lorsqu'on a des enfants, lorsqu'on est à l'hôpital, ils nous parlent du bébé secoué, ils nous parlent de la dépression postpartum ainsi que des symptômes qu'il peut avoir et ils parlent aussi au papa. Parce que si la maman a des symptômes, elle ne le remarquera pas nécessairement. Le papa, lui, peut le remarquer et ensemble, ils peuvent former une bonne équipe et s'aider ou s'entraider, voilà. Bref, c'est vraiment ce qui m'a sauté aux yeux. C'est une enfant, c'est des enfants qui n'ont rien demandé et je pense que cette histoire de Tiffen Taton s'est passée en même temps, je crois, que l'affaire Fiona. Et justement, il n'y a pas longtemps, si vous me suivez sur Facebook, vous le savez, j'ai reçu des livres écrits par l'auteur Karine Larue et j'ai demandé justement son livre sur l'affaire Fiona, qui est maintenant clos. Donc, je compte en parler. Il y a plusieurs sujets qui vont arriver. Et voilà, c'est pour rendre hommage aux enfants, à des enfants qui n'ont rien demandé. Et vraiment, c'est important, si vous connaissez des nouveaux parents ou des personnes qui semblent être en postpartum, qui semblent être en dépression, c'est vraiment important d'en parler. C'est vraiment important d'aller chercher de l'aide, même si ces personnes-là vous détestent, c'est pour le bien de l'enfant. Donc voilà, c'est tout pour moi. J'espère que vous avez aimé ce concept, ce sujet. Et que ça va peut-être faire réfléchir certaines personnes, effectivement, évidemment. Et sinon, je vous souhaite une bonne semaine et on se retrouve pour un prochain sujet. D'ici là, prenez grand soin de vous. Bisous. Ciao.